Vendredi 7 octobre 2022, c'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page politique, la délivrance massive de copies d'actes de naissance et de cartes d'identité qui se fait actuellement n'a aucun dessous politique, selon la déclaration du président du parti politique l'IAREC. Aujourd'hui, le temps n'est plus aux menaces. L'État actuel travaille d'arrache-pied. Les infrastructures pour le bénéfice de la population qui n'ont pas été faites depuis l'indépendance ont été réalisées par les dirigeants actuels, raison pour laquelle ils méritent le soutien selon ses explications. Reportage de Fin de la Sénamireille et Yves Janel. Il est du droit de tout citoyen ayant 18 ans et plus d'avoir une carte d'identité nationale. Le temps n'est plus aux intimidations, nous sommes actuellement dans la période préélectorale, donc tous les partis politiques doivent se donner la main pour le contrôle des élections et ne doivent pas créer des troubles. Les partis politiques doivent laisser la CENI et la HCC faire leur travail, selon la déclaration du président national du parti politique, l'IAREC, sous-agent André Dikalit. Le président de la République tient sa parole. Cela est prouvé par la réalisation des Velran pour le développement de Madagascar. Aucun district n'est oublié. L'État actuel mérite les soutiens du fait des travaux de développement qui ont été réalisés, que ce soit dans le secteur économique que social, selon toujours les dires de sous-agent André Dikalit aujourd'hui. Le volet commercial et l'environnement figurent parmi les domaines de coopération entre Madagascar et la Turquie. Par ailleurs, le nouvel ambassadeur de Turquie à Madagascar a souligné à l'issue de sa visite de courtoisie au président du Sénat qu'une délégation parlementaire turque effectuera d'ici peu une visite au Sénat malagasy et cela dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire. Mervoulat Sfiran nous en dit plus. Turquie fait partie des pays développés d'Europe. La coopération entre Madagascar et la Turquie est fructueuse, surtout dans le domaine commercial. Toutefois, cette coopération bilatérale s'étend sur plusieurs domaines comme l'agriculture, l'élevage, l'importation de matériaux de construction ou l'énergie. De telles coopérations nécessitent la mise en place d'une base juridique pour pouvoir avancer. Nous avons eu la possibilité de discuter sur les nombreux points d'échanges bilatéraux, de coopération bilatérale, de projets futurs, c'est important. Et donc, nous nous sommes mis d'accord, dans un premier temps, de nous concentrer sur la base juridique de nos futures relations, à commencer par commercial. Comme vous le savez, sans base juridique, il est un peu difficile d'avancer. Mais aussi, nous nous sommes mis d'accord sur la visite prochaine de certaines délégations, à commencer par la visite peut-être du président du groupe d'amitié parlementaire turco-malagasy, notre parlementaire M. Ahmed Salihtal, qui désire rendre visite ici à Antananarive. Cette coopération turco-malagasy touche également le domaine de l'environnement qui est un enjeu mondial. Ainsi, le président du Sénat, Razaf Maïf Irmanan, a souligné ce jour, à l'issue de la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur turc au Sénat, qu'un échange entre les techniciens des deux pays s'effectuera très prochainement. Pour ce qui est de la coopération interparlementaire, une délégation parlementaire turque fera le voyage à Madagascar d'ici peu. D'ailleurs, le groupe d'amitié malgacho-turc est présidé par un parlementaire. Il est à noter que le président du Sénat malagasy a effectué une visite officielle en Turquie au mois de juin dernier. Et Madagascar a reçu une note de 3,3 sur 6 après l'évaluation des institutions politiques et gouvernementales en Afrique ou CPIA. Cette note a été publiée hier par la Banque internationale. 39 pays d'Afrique ont été évalués et le Rwanda a obtenu la moyenne la plus élevée, 4,1 sur 6. Les détails avec Ruth Christelle Rakout Malal.
La note globale attribuée à Madagascar est restée à 3,3 sur 6 durant 2 ans après l'évaluation des politiques et institutions en Afrique, CPIA, publiée hier par la Banque mondiale. Il s'agit d'un outil de sélection annuel pour les pays subsahariens qui peuvent être éligibles à un financement de l'Association internationale de développement ou IDA. 39 pays d'Afrique ont été évalués. Pour le cas de Madagascar, le pays a le meilleur score en matière de gouvernance économique, 3,7 sur 6. Le score moyen est supérieur à celui de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Dans cette catégorie, ce sont les performances de la politique monétaire et de change, 4, la politique et gestion de la dette, 4, et la politique budgétaire, 3, qui ont contribué à cette note. D'après le rapport, Madagascar a obtenu une note de 3,3 sur 6 dans la catégorie politique sectorielle qui comprend le commerce, 4, le secteur financier, 3, et le système de réglementation des affaires, 3. C'est aussi le chiffre que l'on obtient dans la catégorie politique de lutte contre l'exclusion sociale et de la promotion de l'égalité, qui considère l'égalité des sexes, 4, l'égalité dans l'utilisation des richesses nationales, 3, le développement humain, 3,5, sécurité sociale et emploi, 3, politique et institutions axées sur la durabilité environnementale, 3. Mais dans la catégorie gouvernance et institutions, Madagascar a reçu la plus mauvaise note qui est de 2,7 sur 6. Le pays a été évalué sur des indicateurs comme le droit de propriété et de gouvernance fondés sur les règles, 2,5, la qualité de la gestion budgétaire, 2,5, l'efficience de la mobilisation de recettes, 3,5, la qualité de l'administration publique, 2,5, la transparence et redevabilité et corruption dans le secteur public, 2,5. Le Rwanda a continué à occuper la première place en 7 ans avec une note de 4,1, suivi du Cap-Vert, 3,8 et du Kenya, 3,8. Le Bénin et le Sénégal sont classés 4e et 5e avec une moyenne de 3,7. Dans les actualités sociales, à l'issue de la réunion qu'ils ont tenue durant 2 jours à Intanmain, les dépositaires de médicaments demandent une extension de la liste des médicaments qu'ils ont autorisés à vendre. Ils sont prêts à collaborer et suivre les consignes du ministère de tutelle, surtout concernant les formations. Ils demandent également à ce que cela soit gratuit. Divers points ont été également décidés durant ce congrès. Les détails avec Ratraman Anzatouf et Anzara Ratonarfil. La demande d'ouverture des dépôts de médicaments dans les endroits isolés qui ont obtenu des autorisations d'ouverture, la mise en place de la commission pour examiner les documents de demande d'ouverture, ce sont parmi les points abordés durant ce congrès des gestionnaires des dépôts de médicaments. En outre, des détails ont été également peaufinés concernant la loi qui régit leur travail. Il a été abordé aussi la demande d'extension de la liste des médicaments qu'ils peuvent vendre. Les dépositaires de médicaments appellent le Sénat à valider le projet de loi qui les régisse durant la session ordinaire des parlementaires. Rappelons que ce projet de loi a déjà été validé par l'Assemblée nationale. Comme ce qui a été décidé, la mise en place d'une association régionale et d'associations nationales est tout à fait indépendante. Cela se fera durant l'Assemblée générale à travers une élection. Toutes les résolutions qui ont été prises ici seront présentées au ministère de la Santé publique. Et dans le cadre de la préparation des diverses fêtes et les vacances scolaires pour la fin de l'année, la Direction générale de la sécurité routière ou DGSR informe tout un chacun que les services de la DGSR de la capitale, notamment Betungul, Bypass Alassour, Ivat et Antsirabé, et les services techniques comme celui de Bypass Alassour ouvrent leurs portes le samedi. De même pour les services au niveau des provinces, notamment Antsranan, Madzang, Tuamas, Nafianaransu et Touliari. Cette décision est effective depuis le 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2022. Ainsi, les DGSR ouvrent la matinée de samedi à partir de 7h jusqu'à midi selon les informations. Pour les jours ouvrables, les horaires ne changent pas de 7h à 16h en heure continue. La Direction générale de la sécurité routière appelle tout un chacun à respecter la loi et à amener leurs véhicules pour des contrôles techniques au niveau des services des DGSR dans toute la grande île afin d'éviter les accidents.
Et le ministère de la Défense nationale et l'état-major des forces armées ont visité l'orphelinat de l'armée malagasy à Ntsasu aujourd'hui dans le cadre de l'année scolaire 2022-2023. Ils ont apporté des fournitures scolaires comme des cahiers, des stylos, des crayons et des crayons de couleur, mais aussi des PPN. Rappelons que le Pagode est un orphelinat qui accueille les enfants des militaires morts dans l'accomplissement de leur mission. Ces enfants accueillis au sein de Pagode sont éduqués pour être des citoyens modèles et des experts pour faire la fierté de l'armée malagasy. Concernant les résultats scolaires, 4 jeunes ont obtenu leur baccalauréat. 2 d'entre eux ont aussi réussi le concours d'entrée au sein du semi-pi de Beravna Fianaranso. Pour terminer cette page sociale, l'association des personnes âgées d'Avarabou et Tchaïtos se sont réunies aujourd'hui à l'IMRA ou Institut malgache de recherche appliquée pour célébrer la journée mondiale des personnes âgées. C'est leur première rencontre après la pandémie de Covid-19. À cette occasion, environ 70 membres se sont départagés une tonne de riz émanant de la DRCC aux directions en charge des relations culturelles et communautaires auprès de la présidence. C'était également l'occasion pour eux de visiter le laboratoire et le musée de l'IMRA dans le cadre du 65e anniversaire de cet institut. Dans la page sportive de ce soir, l'équipe de l'Algeco Plus se dit prête pour les prochaines étapes du championnat de la CAF. Cette équipe sera face aux joueurs de Marumo Gallants d'Afrique du Sud dimanche 9 octobre au stade Barrea Mamas. Reportage. Safid et Foroche ne seront pas présents sur le terrain lors du match de l'Algeco Plus contre les Marumo Gallants d'Afrique du Sud dans le cadre de la 2e étape du championnat de la CAF au stade Barrea Mamas dimanche prochain à cause de blessures. Malgré cela, l'équipe est au point pour cette échéance, que ce soit moralement que physiquement, selon l'entraîneur de l'Algeco Plus aujourd'hui. Néanmoins, le Marumo Gallants de l'Afrique du Sud n'est pas une équipe à sous-estimer car ils sont renommés dans le monde du football. L'équipe de l'Algeco Plus s'est déjà préparée pour cela, d'après toujours les dires de Ro Auguste, son entraîneur. Le 15 octobre prochain se tiendra le match retour. Dans les actualités internationales, l'insécurité au Burkina Faso a des conséquences graves sur les populations. La ville de Djibo est sous blocus des djihadistes depuis le mois de février. Les habitants manquent de tout. Lundi 3 octobre, 8 enfants sont morts de faim dans cette ville. Cette insécurité alimentaire touche également d'autres régions. France 24. Bibata est une déplacée interne de Kaya, une localité du nord du Burkina Faso. Mère de 7 enfants, elle a dû quitter sa région natale pour fuir les attaques djihadistes. Aujourd'hui, elle peine à nourrir sa famille. Les denrées alimentaires sont maigres, notamment à cause de la sécheresse. Aujourd'hui encore, se nourrir reste une difficulté. Parfois, nous arrivons à trouver de la nourriture, mais parfois nous dormons le ventre vide. En général, nous arrivons à prendre 2 repas par jour. Souvent, nos enfants pleurent parce qu'ils ne mangent pas assez. Mais nous faisons de notre mieux pour leur trouver quelque chose à manger. Au Burkina Faso, les régions sous influence djihadiste sont soumises à un blocus. Il est donc difficile de les ravitailler. Pour cet expert, la solution serait de sécuriser les routes. Nos attentes, c'est de trouver un mécanisme, je dis un mécanisme bien habilité ou un mécanisme bien adapté à ravitailler permanemment la ville, c'est-à-dire la levée du blocus. Parce qu'avec le blocus, tout est venu de ces difficultés-là. Seule solution pour ravitailler certaines villes du pays, les voies aériennes. Mais certaines ONG jugent que cela n'est toujours pas suffisant pour lutter contre la famine. Selon elles, il faudrait plus de financement. Nous avons besoin de 590 millions de dollars pour financer la réponse humanitaire au Burkina Faso à ce moment-là. Et à ce jour, uniquement 88 millions de dollars ont été mobilisés. Au Burkina Faso, le taux d'insécurité alimentaire a presque doublé par rapport à 2021. Aujourd'hui, c'est plus de 600 000 personnes qui souffrent de famine dans le pays. La ville de Zaporijjia a été la cible de nouvelles frappes. Jeudi matin, au moins 5 personnes ont été tuées et 13 autres blessées, ont déclaré les secours locaux à l'envoyé spécial de France 24 qui affirme que les secours sont convaincus que le bilan des bombardements à Zaporijjia va encore s'élever.
Je suis devant l'immeuble qui a été frappé. Je pense que vous voyez derrière moi les travaux de sauvetage continuent. Les policiers et les sauveteurs et les habitants du quartier à qui j'ai parlé aujourd'hui sont tous convaincus malheureusement que le bilan va s'élever. Il est à supposer que plus de 5 personnes dormaient dans cet immeuble à 5 h du matin quand la frappe a eu lieu, 5h17 très précisément. 13 personnes ont été blessées et sont sorties. Il y a eu aussi, je l'ai vu recevoir les premiers secours, un sauveteur qui a été blessé pendant les travaux. Vous imaginez bien qu'il n'est pas du tout facile avec les décombres qui fument encore. Le feu n'était pas éteint alors que la nuit est tombée. Toute la journée, ils essayent de combattre ce feu. Une opération de sauvetage compliquée et une ville sous le choc parce que même si Zaporizhzhia a été frappée maintes fois pendant cette guerre, depuis l'invasion du 24 février, c'est la première fois que le centre-ville est frappé de cette manière et ce n'est pas le seul immeuble qui a été frappé. Selon les autorités, c'est 7 roquettes russes qui ont touché le centre-ville aujourd'hui et je viens de constater les dégâts dans un autre quartier où ce sont des pavillons, des maisons particulières qui ont été touchés et là les habitants sont dans la plus grande détresse. 400 km² dans la région de Kherson et 29 localités selon le dernier décompte officiel. Clairement, les Ukrainiens prennent de l'élan et commencent à remporter des succès importants dans la région de Kherson, dans le sud du pays, même si cette bataille reste plus dure pour les Ukrainiens que les batailles dans le nord, dans la région de Kharkiv notamment, qui continuent. Mais maintenant, ce n'est plus vraiment la région de Kharkiv qui est concernée. Presque les dernières localités dans la région de Kharkiv qui étaient sous occupation russe ont été libérées et maintenant l'armée ukrainienne pousse vers la région de Luhansk, donc l'une des 2 régions qui composent le Donbass. La région de Luhansk était la seule région à avoir été entièrement occupée par la Russie. Déjà, ce n'est plus le cas, même si les grandes villes de la région de Luhansk, comme Severodonetsk ou Lysychansk, restent sous contrôle russe. Leur avenir semble suspendu. Les étudiants africains contraints de quitter l'Ukraine peinent à poursuivre leurs études en France. France 24 nous en dit plus. À son arrivée en France, Brucy a cherché des études dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, elle s'est finalement orientée vers une licence de lettres. Je voulais faire dans le paramédical. Donc quand nous sommes arrivés ici en France, ça fait comprendre que les étudiants étrangers qui sortent de l'Ukraine, ils ne peuvent pas faire dans le médical. C'est grâce à cette association qu'elle a pu recommencer des études. Elle vient en aide aux étudiants africaens comme Makaya qui a fui l'Ukraine. Depuis le mois de mars, elle cherche à reprendre ses études de médecine. En vain, elle envisage de se réorienter. Si j'ai pas de choix, je suis obligée de le faire parce que je ne vois pas. Je vais rester là, je vais faire quoi? Je vais continuer à me battre, continuer à demander les inscriptions que je suis sûre qu'on ne va pas me donner. Ces étudiants africains venus d'Ukraine peinent à reprendre leurs études et voient leur avenir suspendu. Abdelaziz s'est battu pour qu'ils bénéficient de la protection temporaire mise en place le 5 mars, qui concernait uniquement les Ukrainiens. Nous avons dénoncer une forme de discrimination parce que les gens fuyaient la guerre. Quand ils arrivent sur le territoire européen, on distingue entre les Ukrainiens de nationalité et ceux qui ne le sont pas. Et bien progressivement, nous avons pu obtenir des autorités, effectivement, que ces jeunes qui étaient exclus du dispositif puissent progressivement bénéficier d'un certain nombre d'avancées. Une circulaire a été mise en place par le gouvernement le 6 juillet, permettant aux étudiants étrangers venus d'Ukraine de s'inscrire en études supérieures. Mais le bilan est mince. Sur les 336 qui ont fait appel à l'association, seulement 69 ont retrouvé des études. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur notre chaîne. Au revoir.